Sur la partie téléphonie, je pense qu'il y a 90% des Français qui ont eu leurs données, au moins téléphoniques et nom de prénom, qui se sont évaporées dans la nature sur l'été 2025. 90% des clients avec lesquels on parle, que ce soit nos clients existants ou des prospects, ils sont en train de mettre en place ou de finaliser des politiques autour des sujets IA. Il y a quelques années, on était plutôt sur ce genre d'attaque pour des C-level. Aujourd'hui, on voit tout le monde. C'est eux aujourd'hui qui sont visés, les personnes avec des accès privilégiés. Pourquoi ? Parce que ça permet potentiellement de bloquer et derrière de demander des rançons. Bonjour Arnaud Lebatière, ravi de vous avoir pour cette seconde fois sur notre émission Le Cybertalk. Aujourd'hui, on va parler également de sensibilisation, mais cette fois-ci sous le prisme de l'IA. Peut-être nous rappeler rapidement ce que fait SoSafe ? Écoute, bonjour Yasmine. Donc SoSafe, nous, on est un éditeur allemand, spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité. On a été fondé par un docteur en psychologie et on se base autour de 3 piliers. Le premier, c'est de donner de la connaissance, faire en sorte que les gens aient un savoir, qu'ils puissent avoir un minimum d'éléments sur qu'est-ce que le risque cyber. Le deuxième élément, c'est les entraîner. Les entraîner comment ? À repérer des tentatives de phishing, de smishing ou autre. Et le dernier élément, c'est de les accompagner, de pouvoir les coacher dans leur quotidien en leur mettant à disposition un agent et d'autres éléments qui vont leur permettre de pouvoir détecter leurs risques au quotidien. Alors ça tombe bien puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, je le répétais, on va parler de sensibilisation à la cybersécurité, mais plus particulièrement à l'aune de l'IA. Moi je reçois beaucoup de messages, notamment lorsque aujourd'hui on voit des vidéos qui miment parfaitement des personnalités publiques, que ce soit visuellement ou même dans la voix, qui me demandent comment on peut détecter des arnaques, parce qu'on a eu une explosion en fait des arnaques boostées à l'IA. Et récemment j'ai vu que des chercheurs avaient trouvé justement Scam Agent, qui est un agent qui se base sur des modèles de langage et qui permet surtout d'automatiser des arnaques, donc de créer des scripts, par exemple récupère des coordonnées bancaires ou donne un gift card pour récupérer des codes, qui permet également d'enregistrer toute la conversation, ce qui d'ailleurs l'alimente pour monter en compétence et donc améliorer ses réponses et amener bien évidemment la victime à faire un geste malheureux. Alors les gestes malheureux, ça peut être cliquer sur un lien, donner ses coordonnées bancaires, il y en a plusieurs. Mais on voit quand même qu'il y a un changement de paradigme. Alors moi je me posais la question, justement face à l'automatisation et la personnalisation, est-ce qu'on n'est pas un peu démunis nous ? Alors, démunis, je sais pas, tout ce que je peux te dire, c'est que pour tout le monde, c'est de plus en plus dur de détecter aujourd'hui. Bah oui. Jusqu'à présent, on avait ce genre d'attaque qui se faisait, on va dire, au niveau, ce que moi j'appelle l'arnaque au président, ou à des niveaux dans les hiérarchies qui étaient assez élevés. Aujourd'hui, ça peut toucher tout un chacun. C'est massifié. Ça, c'est massifié. On peut le retrouver à la fois dans la sphère privée, et dans la sphère entreprise. Et c'est là où aussi on a un changement de prisme, c'est-à-dire que ça arrive également sur des sujets privés, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur de l'attaque d'entreprise ou sur des cyberattaques d'entreprise, on est vraiment sur le vol de données, le vol de coordonnées bancaires, tout ce genre d'éléments-là. Et c'est de plus en plus difficile de le détecter. Alors, il y a des techniques, elles ne sont pas imparfaites, notamment quand c'est en entreprise, la double vérification, voire la triple vérification, qui marche toujours. Ce que j'appelle la triple vérification, c'est rencontrer la personne de gré à gré ou avoir vraiment quelque chose qui nous relie à elle, sur lequel on est sûr d'être les deux seuls en connaissance du sujet. Mais sinon, oui, c'est de plus en plus compliqué. Et on voit que ça va en s'intensifiant. Il y a quelques années, comme je te disais, on était plutôt sur ce genre d'attaque pour des C-level. Aujourd'hui, on voit tout le monde. Le salarié qui est sur une hôtesse de caisse, un auteur, une personne sur le terrain, tout le monde est visible. Oui, madame et monsieur, tout le monde. Ouais. Moi, ce que je trouve quand même assez fou, c'est la partie personnalisation, et je vais donner 2 exemples, moi, qui m'ont marqué. C'est vrai qu'en 2025, on a eu beaucoup de fuites de données, et parfois, c'est pas facile pour le public de pouvoir se projeter, de se dire, ok, cette fuite de données va mener à cette arnaque, par SMS, par mail, par appel. Et en fait, donc, je reçois un appel d'une journaliste qui me demandait d'intervenir sur les dernières fuites de données et qui voulait qu'on parle du phishing. Donc pour le public qui nous suit, même si certains parfois ne sont pas dans la cybersécurité, c'est le phishing via SMS. Et donc ce qu'elle me dit au téléphone, c'est j'ai reçu, tu sais, le fameux SMS qui dit vous allez recevoir un colis, machin, préparez-vous, etc. Moi jusque-là, j'étais pas étonnée parce que celui-là on le connaît, tu sais, c'est le fameux le colis Amazon arrive. Ce qui m'a choquée, et c'est ce qu'elle me disait au téléphone, c'est que au-delà du nom, du prénom, de l'adresse, il y avait le digicode de l'immeuble.
Et donc là, moi je me mets à la place d'un consommateur qui reçoit un SMS comme ça. Tout est aligné pour te donner confiance, parce que quand même le numéro du digicode, c'est pas quelque chose normalement que tout le monde a. C'est vrai qu'avec les fuites de données, toutes les informations qu'on a perdues en 2025, on va voir des choses de plus en plus réalistes, boostées à l'IA et envoyées de façon complètement, j'ai envie de dire, à la chaîne. Donc ça, c'était le premier. Et là, tu disais quelque chose d'hyper intéressant quand tu as parlé justement de code. Tu dis soit tu arrives à voir la personne, sauf que malheureusement aujourd'hui on ne peut plus voir les gens de face à face, ou alors avoir un code. Et j'avais justement des gens qui nous disaient qu'entre parents, entre familles, aujourd'hui pour éviter les arnaques, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui appellent et qui disent oui maman, je suis en panne sur une route, envoie-moi de l'argent ou autre. Et bien maintenant ils ont des codes secrets dans une famille pour pouvoir identifier si c'est vraiment leur enfant, leurs parents, leur sœur, leur frère. C'est quand même fou quand même le monde dans lequel on est en train de vivre. Alors tout à l'heure tu as dit aussi quelque chose d'intéressant et c'est là où je voulais te poser une question. Tu disais avant c'était spécifique à une personnalité, donc le CEO, le RH, le CFO, celui qui a l'argent. Mais est-ce que, aujourd'hui on a quand même pas mal élargi, mais est-ce que ça reste quand même spécifique malgré tout, selon toi, quand il y a des gros moyens derrière, à une typologie, à une caractéristique de personne dans une entreprise? Alors, l'objectif du cyberattaquant via ce genre d'arnaque, ça va toujours être de gagner un maximum. Ok, il faut que mon attaque soit le plus personnalisé possible, le plus impactante. Et ce qu'on appelle l'impact, c'est soit le gain financier, soit potentiellement aller chercher un maximum de données. Généralement, sur ce genre d'attaque-là, on est plus sur du gain financier. Donc, on peut le retrouver à tout niveau. Ça, c'est vrai, on l'a vu, on le voit dans les cas de tous les jours, hein, ce que tu viens de citer récemment. Seulement, on se rend compte qu'il y a une industrialisation sur de plus en plus de personnes au niveau directeur plus des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le plus d'impact derrière, c'est là où on peut gagner le plus. C'est là où un cyberattaquant va pouvoir absorber le plus d'argent, avoir le plus gros chèque à la fin, c'est celui qui prend la le plus décision, en d'accès. fait. Exactement. Tu peux appuyer sur un bouton. Celui qui prend la décision, celui qui a le plus d'accès. Les accès privilégiés, on le voit de plus en plus, on voit une tendance aussi à s'orienter vers justement des personnels de la DSI qui ont des accès privilégiés. On le voit notamment dans les attaques sur la supply chain. C'est eux aujourd'hui qui sont visés, hein, les personnes avec des accès privilégiés. Pourquoi? Parce que ça permet potentiellement de bloquer et derrière de demander des rançons. Et comment on sait, les cybercriminels, comment ils savent qui a le plus d'accès? Parce que qui a le plus de pouvoir de décision, c'est un peu logique, le CEO, le CFO a accès potentiellement au compte ou au virement, mais celui qui a le plus d'accès? Les cybercriminels vont faire beaucoup d'OSINT. Donc, ils vont utiliser les réseaux sociaux, voir comment, LinkedIn principalement, ou d'autres, hein, mais voir quelles sont les positions des entreprises, etc. Et après, tu as des croisements de données. Comme on le disait tout à l'heure, le nombre de data qui ont fuité sur l'année 2025, c'est impressionnant. Rien que sur la partie, l'idée c'est pas de faire du finger pointing, mais sur la partie téléphonie, on a, je pense qu'il y a 90% des Français qui ont eu leurs données, au moins téléphoniques et nom de prénom, qui se sont évaporées dans la nature sur l'été 2025. Donc aujourd'hui, c'est une masse en fait d'informations, et pour des personnes qui sont plutôt douées, faire du croisement d'informations, ça va pouvoir faciliter en fait la détection des personnes avec du pouvoir ou alors avec des accès privilégiés. Puis justement, en fait, les IA permettent aussi de faire ces croisements, parce que on va leur donner plein de bases de données, on va lui dire de recouper ces bases de données, de créer une sorte de fiche d'identité d'une personne, et on a, c'est Arnaud Loubatière, telle entreprise, telle position, telle adresse mail, etc., etc. Donc c'est vrai qu'avec l'IA, ça vient booster toute cette manne d'informations qui se retrouve disponible. Alors, j'ai vu un cas, parce que tu parlais tout à l'heure des mots de passe et je trouve ça assez intéressant, j'ai vu un cas, c'est celui de Ferrari, qui s'est retrouvé en fait justement dans le cas d'une fraude au président, classique, sauf que justement, ils étaient assez sensibilisés clairement, puisqu'ils ont mis en place en fait une double authentification avec un mot de passe qui est assez personnel dans les informations, et donc ça a bloqué. Ils n'ont pas pu justement arnaquer la personne, on a tout de suite identifié que ce n'était pas l'interlocuteur comme il se présentait. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être généralisé à toutes les entreprises ? Aujourd'hui, sur des décisions stratégiques, c'est très important sur des postes sur lesquels on peut être amené à faire des gros virements ou à pouvoir déclencher ou non quelque chose sur les sites des entreprises, d'avoir ce système de double, voire triple, moi j'appelle ça même de la triple authentification. Première identification, c'est le visuel, la voix, etc. Deuxième identification, ça va être quelque chose qui est physique, un mot de passe. Un mot de passe aujourd'hui sur Darknet, tu peux le trouver. C'est le troisième niveau, c'est quel est
le point commun qui reste dans un cercle de décision, qui va nous permettre de pouvoir nous identifier. Tu as le mot de passe, tu as les interactions régulières. Tu as un doute, attends, quel est le livre que je t'ai recommandé, ou tu m'as parlé d'un film que tu as vu la dernière fois, quel était ce film? Tout cela vient du réel. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir amener toujours de la conscientisation dans la décision ou dans un événement. Ok, je reprends l'exemple de Ferrari parce que tu viens de le citer. J'ai mon CIO qui me dit on va faire une acquisition stratégique, tout le monde, la personne n'allait pas là en physique. Ok, déjà, petit tilt. Le deuxième élément, c'est est-ce que la personne elle lui ressemblait, il y avait la même tonalité de voix, c'était alimenté par une IA, le flot de parole était différent. Difficile de recréer un flot de parole. Moi, mon flot de parole avec mon accent du Sud, il est différent d'une personne qui vient de Paris. Donc, si on n'a pas directement ce flot de parole-là, ça va être difficile à recréer. Et en fait, il y a tous ces petits éléments qui ont fait que, voilà, ils ont demandé cette double authentification. Et là, les personnes... quelque chose les a fait tiquer, quoi. Exactement. Et il y aura, à partir du moment où il y a un doute, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Il faut essayer de le lever le plus facilement possible. Alors justement, on a fait une première émission ensemble où on a beaucoup mis l'accent sur la psychologie du cybercriminel, sur la psychologie de la personne qui se fait attaquer, les positions cognitives. Moi, du coup, là, j'aimerais qu'on prenne une autre approche, c'est le coût financier, donc l'impact financier. Ce type de fraude qu'on est en train de voir, quel est le coût financier pour une entreprise, concrètement? Concrètement, aujourd'hui, il y a des études qui sont mises en place pour une PME. Le coût global, je ne parle pas du coût immédiat, je parle du coût global d'une cyberattaque. Pour une PME, c'est 300 000 à 400 000 euros. Parce ça te met à plat. Hein. Ah, mais ça tue une entreprise. Ça tue une entreprise. Ouais. On le voit. Alors, il faut être assuré, il faut faire un maximum de choses pour sensibiliser ses collaborateurs, protéger son système d'information, mettre à jour son système d'information. Mais aujourd'hui, quand on parle de ROI, ce qu'il faut se dire, c'est ce que j'investis, ça me permet potentiellement d'économiser 3 à 400 000 euros. Alors, comment on les calcule, ces 3 à 400 000 euros? C'est très simple. Tu as la perte sur le moment. Sur 2 semaines, 3 semaines, le temps de remettre ton système d'information à niveau, tu as une perte d'activité, tu vas avoir une perte de chiffre d'affaires. Elle ne sera pas de 100%, puisque tu as toujours des affaires continues, mais elle va l'être de l'ordre de, on estime, entre 30 et 60%. Ensuite, tu vas avoir le coût de ton recovery. C'est combien de temps je mets pour me remettre d'une cyberattaque? C'est pas instantané. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire parfois, pour des structures beaucoup plus grosses, plusieurs années à redémarrer quelque chose. Donc, tout ça accumulé, ça nous permet d'arriver sur des coûts qui sont très importants. D'où l'importance pour des dirigeants d'une entreprise de pouvoir calculer rapidement, simplement, un retour sur investissement sur quelque chose aujourd'hui qui leur permet de réduire le risque. Et j'avais vu une autre histoire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en entendre parler. Apparemment, il y a un cybercriminel qui avait donc, qui savait pas quoi faire des données qui avaient été volées, qui a carrément demandé à une IA qu'est-ce que je peux faire de ces données-là, et c'est l'IA qui lui a donné finalement la manière d'excroquer et d'extorquer de l'argent. Bon, quand je vois une histoire comme ça, je me dis ça veut quand même dire aujourd'hui qu'on se retrouve parfois avec une barrière d'entrée sur le marché de la cybercriminalité qui peut être très 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 basse, avec des gens qui comprennent pas très bien l'écosystème. Qu'est-ce qui se passe? L'IA, ça a donné des super pouvoirs à des idiots, quelque part. Ça n'a pas donné des super pouvoirs à des idiots, directement. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'IA va permettre d'industrialiser et de faciliter la récupération des informations. Si on n'a pas un minimum de bagage technique derrière, pour l'exploiter, ça va quand même rester difficile. Ça va pas être quelque chose qui va se faire en claquant du doigt. Alors même si l'IA va nous dire tu peux faire ça, 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 derrière il faut quand même avoir une orchestration. Et j'ose espérer aujourd'hui que d'une manière consciente, on n'ait pas plus de 6 milliards sur Terre de potentiels cyberattaquants qui sont prêts à escroquer le monde. Donc les barrières sont là aujourd'hui. Là où ce que l'IA a changé, c'est ce défi technique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de créer des attaques, d'orchestrer des attaques, de pouvoir toucher du monde, de pouvoir récupérer de l'information. Tout ça, l'IA, en quelques clics, on est capable de faire, des chaînes d'orchestration qui pourraient toucher un maximum de personnes. Et vous, côté SoSafe, est-ce que vous avez de la donnée sur les manipulations qui marchent le mieux?
Ouais, pousse les gens. ouais, en fait, de manière cognitive, nous, quand on entraîne nos clients, quand ils font des entraînements pour leurs collaborateurs, on va tourner autour de 5-6 facteurs. Alors, on va avoir la peur, la pression psychologique, l'anxiété. Ce qui marche mieux aujourd'hui, c'est l'appât financier. Vous avez gagné quelque chose? Ouais, exactement. Ou alors, moi, celui qui, au mois de mars-avril, les revalorisations salariales. Le faux mail du RH qui est parti à la grille de salaire de tout le monde. Celui-là, 60%, 70% de clics, de l'interaction. On est vraiment sur du lourd, là, où les personnes, justement, pour voir la curiosité, tous ces sujets-là vont rendre une cyberattaque potentiellement plus productive. La peur également. La peur, ce qu'on appelle la peur, nous, c'est le défi hiérarchique. C'est-à-dire quand j'ai mon directeur qui me demande de faire quelque chose, mon manager, mon directeur, je vais y aller beaucoup plus rapidement, je vais moins réfléchir quand c'est un ordre descendant que quand ça vient de quelque chose de latéral. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de personnalisation de la sensibilisation, comment on peut personnaliser vraiment la sensibilisation? On peut la personnaliser de plusieurs manières aujourd'hui. Nous, on a pris le pari de le personnaliser sur 2 axes principaux à aujourd'hui. Ça va évoluer dans le futur. Le premier, c'est de pouvoir personnaliser la méthodologie d'entraînement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de coller au plus près aux cyberattaques. Donc, utilisons ce qui nous arrive, les emails qui sont bloqués par notre protection de messagerie, les emails qui sont reportés, qui sont des vrais emails de phishing par nos collaborateurs, pour recréer des simulations. En fait, rien ne vaut le réel pour s'entraîner. On peut parler aussi d'OSINT, phishing. C'est quoi l'OSINT phishing? C'est de pouvoir, aujourd'hui, grâce au nombre de données qu'on a sur le net, repérer les risques, repérer les failles et utiliser ces failles qui viennent d'arriver, qui ont été répertoriées sur le net, qui remontent sur des réseaux sociaux, criminels ou pas, et d'entraîner les collaborateurs sur ces failles, sur ces risques directement, avant que ce soit un cybercriminel qui fasse l'action. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est également d'adapter le contenu par rapport au contexte d'une entreprise. Aujourd'hui, entraîner les équipes du client A ou du client B, ça sera toujours différent en fonction de leur contexte, de leur industrie, de leur politique interne, de la structure de leurs équipes. Et l'IA va nous permettre aujourd'hui de pouvoir aller là-dedans et de pouvoir leur permettre de créer des formations de manière quasiment instantanée qui soient à destination du public ciblé. Alors justement, je vais me faire l'avocate du diable. Souvent, ce qu'on va me poser comme point bloquant sur la sensibilisation, c'est de me dire ça marche pas vraiment, ça impacte pas vraiment, on n'a pas de résultat. Comment aujourd'hui, vous, de votre côté, parce que j'imagine que vous mesurez le résultat quand même de votre produit ou de la sensibilisation que vous faites, comment vous savez si votre sensibilisation elle a marché ou pas? Okay. Alors nous, on va travailler sur 3 axes. Sur la partie sensibilisation pure, on regarde pas uniquement le taux de clic. C'est facile de faire cliquer du monde, mais comme je te disais, la fiche d'augmentation de salaire, tout le monde va cliquer dessus et c'est hyper facile d'avoir un résultat. Ce qui va être important, c'est ce que nous, on appelle le taux de signalement. Combien de personnes signalent les emails? Si on est sur une tendance positive, ça veut dire déjà dans un premier temps que sur l'entraînement, les résultats portent leurs fruits. Deuxième sujet, c'est de pouvoir héroïser les campagnes. Plutôt que d'entraîner sur quelque chose de fictif, si je suis capable d'entraîner sur du réel, que je viens de te voir et que je te dis j'ai reçu cet email de phishing, que j'ai sanitarisé, je le rends inoffensif, je le joue dans mes campagnes. Et cet email de phishing, j'ai 5 personnes qui auraient cliqué dessus. J'aurais eu potentiellement un incident cyber qui aurait duré 3 semaines. Là, je suis capable d'aller voir quelqu'un et de faire voir un ROI, de faire voir que ça marche parce qu'il m'a été reporté. Troisième élément, sur la partie formation, je mets en place des politiques. Alors, on est sur l'IA aujourd'hui. 90% des clients avec lesquels on parle, que ce soit nos clients existants ou des prospects, ils sont en train de mettre en place ou de finaliser des politiques autour des sujets IA. Qu'est-ce qu'une politique IA? C'est qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser, qu'est-ce que j'ai le droit d'en faire, quel type d'informations je vais avoir le droit de mettre, etc., etc. Aujourd'hui, la manière qu'on a de distiller ce type d'informations, c'est
de donner les politiques à mes collaborateurs, un PDF de 10 pages, lui dire tu lis, tu signes, et c'est bon, c'est validé juridiquement. C'est vrai, je suis protégé. Mon collaborateur a dit je signe, j'accepte, etc. Dans la réalité des faits, c'est impossible à contrôler. Donc là où on change un peu le rôle et le pragmatisme, c'est de se dire, ces politiques-là, on les transforme en cours, interactifs, avec un questionnaire. Donc déjà, on a une capacité de savoir si les personnes ont compris. Alors justement, qu'est-ce que tu entends par interactif? Tu es devant ton ordinateur, tu es en train de faire la sensibilisation, le module, c'est quoi pour toi interactif? Interactif, en fait, ça va être de travailler sur les principes de la pyramide de Dale. C'est de se dire, aujourd'hui, je ne suis pas passif sur une formation, c'est-à-dire je clique ou j'attends que la vidéo se passe, je suis obligé d'interagir dans ma formation pour pouvoir aller plus loin, de réfléchir. On va me poser des questions, je vais avoir du drag and drop, je vais avoir des QCM, ce genre d'éléments-là dans la formation qui correspondent à la politique, et je vais avoir une validation d'acquis à la fin avec 3 ou 4 questions qui me semblent nécessaires. Donc tu vois, on n'est pas du tout sur quelque chose de passif, on est obligé d'être productif et de réfléchir, de faire marcher son cerveau, d'une manière générale, pour pouvoir répondre aux questions. Donc ça change directement le prisme de la formation. On n'est pas sur quelque chose qu'on reçoit, qu'on subit et que je peux mettre de côté. On est obligé d'aller au bout et de réfléchir un minimum pour pouvoir passer le test et valider les éléments. Donc ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, c'est cette politique, une fois qu'elle est lue, elle est sur un SharePoint, elle est sur un outil de centralisation et plus personne ne va la consulter. Comment je fais pour la mettre à disposition de mes collaborateurs? Aujourd'hui, on a un coach sur lequel n'importe qui va pouvoir poser des questions, et en fonction de la politique d'une entreprise, que ce soit sur l'IA, sur la cyber, sur du voyage, peu importe, l'agent va donner une réponse qui correspond à la politique et sur lequel il va relier la politique interne pour que le collaborateur, s'il en doute, puisse aller s'y référer et voir quels sont les éléments de sa politique qui correspondent à ce sujet. Donc l'objectif, en fait, c'est de pouvoir donner des chiffres d'amélioration et pas de risque, transformer en fait quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle avec des KPI, le fait de lire une politique et de savoir si on l'a acquis ou pas. Et dernier point, ça va être de pouvoir donner facilement accès aux éléments pour que les collaborateurs puissent aller les consulter quand ils en ont besoin. Ok. Alors moi, j'ai une autre question que je me posais, j'entends souvent sensibilisation par la gamification. Qu'est-ce qu'on entend dans sensibilisation par la gamification? Comment on peut rendre justement ludique une activité qui, on ne va pas se mentir, souvent est considérée comme un travail supplémentaire en fait? Gamification, ça veut tout dire et rien dire. Il y a des personnes qui vont dire ça va être du jeu, d'autres qui vont dire ça va être de l'interactivité, d'autres qui vont dire ça va être le fait de faire des activités de groupe et de pouvoir en discuter. Nous, ce qu'on appelle la gamification, c'est le fait de faire prendre part à quelque chose d'actif à un apprenant. On va rester toujours sur du micro-module, pas de format vidéo, du micro-module, des modules de 5, 6, 7 minutes, sur lequel le collaborateur va être obligé d'avoir de l'interaction et où il va avoir des besoins de réfléchir pour aller trouver la réponse. Et c'est là, en fait, où c'est ce que nous, on appelle la gamification, c'est de faire en sorte de pouvoir guider le collaborateur sur des éléments où il va être obligé de réfléchir à sa typologie de réponse ou à la bonne réponse qu'il va devoir apporter pour que l'information puisse s'ancrer au fur et à mesure. Je donne un exemple très classique. Quand tu lis un livre et quand tu joues à un jeu sur les mêmes sujets, tu vas retenir beaucoup plus d'informations sur un laps de temps court sur le jeu que sur le livre. Eh bien, on est sur les mêmes principes avec le contenu de SoSafe. Alors, dernière question. Est-ce que la sensibilisation s'améliore? Est-ce que tu sens dans ton métier, dans ton travail, que la cybersécurité devient un vrai enjeu, pris au sérieux autant par la direction que par les employés? On voit un changement, on n'en est pas au niveau du risque aujourd'hui, qu'on soit très clair. Aujourd'hui, les équipes cyber, et c'est normal, elles vont prioriser dans un premier temps la sécurisation de leur SI. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui viennent d'un univers technique, etc. Or, tout le monde le sait que dans 90% du cas, lors d'une cyberattaque, le facteur humain est en jeu.
Donc, on voit une évolution, on voit du changement de comportement là-dessus. Maintenant, la typologie de formation que Sosei va proposer, ou que d'autres acteurs du marché vont proposer, ne vont pas forcément suffire à elles seules non plus. On ne va pas dire que Sosei va révolutionner la formation ou la sensibilisation, non. On va donner une très bonne base en fait, de connaissances, et c'est le fait de pouvoir répéter les actions, de pouvoir entraîner les collaborateurs et de pouvoir les accompagner en temps réel. Parce que souvent, ce qu'on oublie, je fais le parallèle avec le sport, quand tu apprends à jouer au foot, par exemple, ou tu fais de l'athlétisme, peu importe le sport, tu vas avoir des appétences ou des qualités physiques, ok. Donc, tu vas avoir ça, on te donne une base. Tu vas comprendre quels sont les enjeux du foot ou de l'athlétisme, comment on fait pour bien sauter. Donc, on va t'entraîner, on va te donner des cours. Derrière, tu vas t'entraîner. Si je le fais le parallèle avec la sensibilisation, c'est les campagnes de phishing, de smishing, etc. On entraîne le collaborateur. Mais souvent, on oublie quelque chose, c'est le coach à l'intérieur. Qui est-ce qui est là pour t'aider à t'améliorer, ok. Mais là, on est capable aujourd'hui de donner plusieurs outils aux collaborateurs pour qu'on puisse les accompagner en temps réel, leur donner des nudges, leur permettre d'aller chercher de l'information, leur permettre de détecter également des emails de phishing, de les accompagner dans la détection, à savoir qu'est-ce qui peut être frauduleux ou pas. Donc c'est la mise en place de tout cet écosystème autour du collaborateur qui va lui permettre de s'améliorer réellement. Bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Arnaud d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public qui nous a suivis. On était avec Arnaud Loubatière, qui provient de la société SoSafe, justement, qui travaille sur la sensibilisation. J'espère qu'on a réussi à vous convaincre de l'importance de rester informé justement de ce qui se passe dans la cybersécurité, puisque finalement nous sommes tous concernés, vous comme moi. Je vous dis merci d'avoir été là. N'oubliez pas de commenter, de partager, et puis à un prochain épisode pour le Cybertalk.